Eh bien, bienvenue à tous dans cette deuxième partie de la journée des partenaires du Club CEMAT pour cette table ronde dédiée à l'intelligence artificielle. Je vois que tout le monde est là. Nous avons avec nous, bien sûr, Philippe Girard, notre président, nous a rejoint, et nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Le Boucher. Je laisserai Guillaume se présenter et sa fondation et son entreprise, qui introduira cette deuxième session. Guillaume est accompagné de ses équipes. Sera avec nous Inès Belladj et Alexander Choureau. Nous a rejoint également, parce qu'après cette présentation sur l'intelligence artificielle, l'IA pour l'école, nous aurons deux retours d'expérience industrielle avec Philippe Girard et Benoît Maheu sur les applications chez JCB. Et Xavier Vital de Komatsu nous présentera effectivement un retour d'expérience pour son entreprise. Nous rejoindra, on l'invitera, donc Guillaume, je crois, un impératif horaire restera avec nous sur la première partie, et après nous garderons Alexander et Inès avec nous, et nous inviterons à ce moment-là Emmanuel Boudry à nous rejoindre pour représenter, je dirais, le collège des établissements de formation pour continuer la discussion sur la table ronde. Voilà. Sans plus attendre, merci d'être avec nous. Je passe la parole à Guillaume qui va nous présenter ses équipes et sa fondation. Et Guillaume, je te laisse la parole. Bienvenue. Merci, cher Pascal. Merci pour cet accueil. Merci à tout le Club CEMAT et je salue Philippe Girard, que je suis content de retrouver ce matin. Merci de nous accueillir. Pour vous présenter donc l'équipe de l'IA pour l'école ce matin, donc, je suis accompagné de Alexander et Inès, donc, qui animent aujourd'hui la Fondation IA pour l'école. Nous sommes ravis d'être là avec vous ce matin. Je crois qu'on a à peu près une trentaine de minutes pour vous présenter effectivement notre vision de l'intelligence artificielle et notamment l'impact de l'intelligence artificielle qu'elle peut avoir dans le monde de l'éducation, sujet qui, je crois, vous est à cœur parmi tous les participants. Donc je vous propose de démarrer. On a un petit tour du jour très simple et bien entendu n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc juste en quelques mots, donc, pour vous dire qui nous sommes, donc, nous sommes une fondation l'IA pour l'école. Moi-même je suis un professionnel de l'intelligence artificielle, donc je réalise des algorithmes pour des clients pour bâtir des solutions prédictives, des solutions d'amélioration. On vous expliquera un peu tout ça. En quelques mots, alors, quelle est la raison d'être et la vocation de notre fondation l'IA pour l'école? C'est tout simplement de relier le monde de l'éducation avec les acteurs de l'intelligence artificielle. Le but, c'est de comprendre un petit peu les impacts, comment on peut améliorer grâce à la technologie un apprentissage, un savoir-faire, un métier. Je crois que ça rentre pleinement dans la vocation du CEMAT de montrer comment la technologie peut améliorer une entreprise ou une organisation. Eh bien, nous avons choisi de réfléchir autour du spectre de l'éducation. C'est un des plus grands enjeux aujourd'hui qui se passe. Les technologies vont extrêmement vite. Ce qu'on vient de vivre dans le confinement l'a démontré. Les premières expériences mondiales de l'école à la maison. Et effectivement, comment réfléchir sur ces technologies qui se présentent aujourd'hui dans la vie de chacun. Donc notre vocation à la Fondation, c'est de relier un mouvement qui relie l'éducation et l'intelligence artificielle, créer des ponts entre effectivement les nouveaux métiers, ce qu'on appelle des GAFA, des Big Tech, et effectivement le monde des éducateurs qui essayent toujours d'expliquer ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Alors, notre ambition, elle est très simple. C'est une fondation au service du bien commun, donc qui est financée par des mécènes. Et c'est d'avoir quelques idées fondatrices. Déjà, pour toujours dire que l'école doit être un lieu qui permette de comprendre le monde de l'IA, de développer un esprit d'éthique, et notamment à partir chez les plus jeunes, chez les étudiants, de faire en sorte que l'IA aussi est un savoir transmissible, critiquable et accessible pour tous. Et non pas réservé simplement aux plus experts, aux plus aventuriers. Et bien entendu, le but, c'est de rassembler, diffuser des informations,
fiable pour comprendre un petit peu ce monde. Et c'est une de nos convictions fortes que l'IA devienne véritablement le sujet de l'éducation. Donc c'est pour ça qu'on a c'est toujours une joie et un vrai plaisir de rencontrer les professionnels de l'éducation. Alors, avant de rentrer dans le vif des sujets et de parler de votre secteur d'activité, essayons de bâtir une vision un peu commune sur ce qu'est l'intelligence artificielle. J'ai beaucoup apprécié le lancement que tu as fait, Pascal, et notamment la vidéo qu'on vient de faire. C'est vrai que l'IA, c'est pas simplement une vision, je dirais, qui vient des films de Star Wars où on pense que le petit robot qui va arriver dans notre quotidien. Non, c'est beaucoup plus que ça. Et à la fois, c'est peut-être beaucoup plus simple à comprendre. Vous avez sur le slide la photo d'un des grands acteurs mondiaux de l'intelligence artificielle, qui est un Français, qui s'appelle Yann Lequin, qui est le directeur de la recherche chez Facebook. Et donc, j'aime bien cette définition, il y en a d'autres, mais qui est assez intéressante et qui nous dit souvent que l'intelligence artificielle est un ensemble de techniques permettant à des machines d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes normalement réservés aux humains et à certains animaux. Alors, cette définition, elle peut être à la fois très simple à comprendre, un petit peu équivoque. Vous pouvez me dire, effectivement, rien de nouveau dans cette définition. Il y a juste quelque chose qu'il faut ajouter, c'est que l'intelligence artificielle a une grande caractéristique par rapport à 50 ans d'informatique ou de processus industriels, c'est que l'intelligence artificielle, elle apprend par elle-même. Donc, ce sont derrière des algorithmes, ce sont des mathématiques. Et quand on parle d'intelligence artificielle, on parle aussi d'un traitement probabiliste statistique qui va apprendre sur un processus humain. Et donc, dans la définition de Yann Lequin, c'est de dire, oui, aujourd'hui, l'humanité s'ouvre à une nouvelle ère où une machine peut apprendre autant qu'un humain. Je viens de le dire, c'est pas si nouveau, ça fait longtemps qu'on parle de l'intelligence artificielle, ça fait une cinquantaine d'années, le plus connu étant le test de Alan Turing, vous avez sa photo sur la gauche de la slide. Mais qu'est-ce qui a changé entre Alan Turing à gauche et la personne que vous voyez à droite, qui s'appelle Andrew Ng. Andrew Ng, c'était le premier data scientist de chez Google, qui a développé les premiers algorithmes notamment pour Google et tous les services associés. Ce qui a changé, c'est d'une part, je l'ai dit, c'est que la machine apprend. Et surtout, et on le voit très bien avec le succès des GAFA et des Big Tech, c'est la capacité d'avoir un fort traitement informatique. Pourquoi l'intelligence artificielle a bondi depuis 10 ans? C'est tout simplement grâce au succès des GAFA, parce que les GAFA ont permis à la fois organiser la récolte de données, et surtout derrière ont extrêmement mis en place des systèmes informatiques extrêmement puissants. Je fais une petite incartade dans l'actualité aujourd'hui. Je crois qu'on en est à 5 ou 6 vaccins annoncés à des taux de plus de 90%. Il y a quelques mois, on nous disait encore qu'un vaccin, ça mettrait 10 ans. Et notamment dans la résolution de ces vaccins. Alors moi, je ne m'adresse pas sur le plan scientifique, mais sur le plan du calcul informatique. On sait aujourd'hui que les big data ont fait gagner beaucoup de temps et ont permis de ce qu'on appelle computer, donc de traiter les opérations de manière grande masse. Et certainement, et on verra dans les semaines à venir, mais bon, moi j'ai déjà lu des articles là-dessus, que si on a gagné beaucoup de temps, c'est qu'aujourd'hui, les calculs informatiques venant du big data et de l'intelligence artificielle permettent d'aller beaucoup plus vite. Une anecdote toujours sur le plan médical, il y a plus de 10 ans, pour décoder un génome humain, il fallait environ entre 3 mois à 6 mois de traitement informatique. Aujourd'hui, il faut moins de 3 heures. Donc, vous voyez, ce pourquoi aussi la technologie a servi de faire gagner du temps dans ce cadre de la bonne nouvelle des vaccins. Donc c'est ça, pour comprendre pourquoi l'intelligence artificielle est sortie, et tout le monde en parle depuis, on peut dire sur le plan de la recherche depuis une quinzaine d'années grâce au GAFA, et au niveau du grand public depuis 3-4 ans, c'est tout simplement la réunification des algorithmes qui ont trouvé des ordinateurs assez puissants pour effectivement permettre d'arriver à ce type de résultat. Alors, très simplement, aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, on parle de trois types d'IA. C'est ce qu'on appelle de l'IA faible jusqu'à la superintelligence. Je tiens aussi à rappeler ça, qu'effectivement, sortir de tous les fantasmes un peu grand public que nous avons aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a repris cette classification. La première, c'est ce qu'on appelle l'IA faible. Alors, elle n'est pas si faible que ça, parce qu'elle entoure notre quotidien.
L'IA faible, c'était effectivement l'anecdote du calculateur de chez Google qui a battu le meilleur joueur d'échecs, hein, le fameux AlphaGo. Cette IA faible, c'est aussi notre IA du quotidien. C'est ce que vous retrouvez dans vos smartphones. Quand votre téléphone apprend sur vos trajets, apprend sur vos goûts, vos désirs. Hein, quand vous êtes parfois dans un aéroport, pourquoi vous avez quelques nouvelles qui vous donnent à la fois la bonne information et qui vous apportent d'autres informations complémentaires. Donc c'est ce qu'on appelle cette IA faible. Donc c'est une intelligence artificielle qui assiste. C'est la plus connue aujourd'hui, c'est la plus développée. C'est certainement ce qu'on a vu dans la vidéo lancée par Pascal au début, celle qui est la plus présente aujourd'hui. Donc ce sont des algorithmes qui vont prendre des données, qui vont les collecter, les stocker, les transformer et apporter à l'utilisateur plus d'informations. Le meilleur exemple étant, si je puis dire, la mise en relation sur LinkedIn ou sur Facebook. Quand on nous propose d'être amis avec quelqu'un sur un réseau social, ce sont les premiers algorithmes de l'intelligence artificielle qui permettent de dire, voilà, en fonction de ses souhaits, en fonction de ses loisirs ou en fonction de ses besoins professionnels, l'algorithme va nous proposer des mises en relation avec d'autres personnes. Donc cette IA faible, celle qui assiste, c'est aujourd'hui, on peut dire, notre quotidien. On se dirige vers une seconde intelligence artificielle qui s'appelle l'IA forte, où on dit une intelligence artificielle qui va décider. Le mot est un petit peu fort, mais il est là pour à vocation pédagogique pour faire comprendre la différence entre l'IA faible qui assiste à cette intelligence artificielle qui décide. Alors, on vous a mis, de manière un peu provocant, une photo avec un robot derrière un ordinateur. C'est pas exactement la réalité, on n'en est pas encore là. Néanmoins, ça permet de comprendre que le robot va commencer à prendre des décisions, va créer son propre raisonnement. Et si je peux donner le meilleur exemple, c'est le lancement de la voiture autonome, notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, vous savez que depuis 3 mois, il y a 5 États américains qui ont lancé l'ouverture de ces voitures autonomes. Vous savez qu'il y a 5 stades de classification où un conducteur se trouve dans une voiture face à un volant et la machine réagit. Aujourd'hui, on est entre ce qu'on appelle le stade 4 et le stade 5, où c'est la machine qui prend de plus en plus de décisions. Cette IA forte, on va la retrouver de plus en plus, notamment grâce au lancement de la 5G. Vous savez que la semaine dernière, ou le 1er décembre, je crois, non, c'est la semaine prochaine, la 5G va être lancée, notamment en France. La première ville, je crois que ce sera Nice. Et donc, la 5G va arbitrer, va développer autrement, va donner un autre essor à l'IA forte. Tout simplement pourquoi ? Parce que dès qu'on a de plus en plus de connexions, dès qu'on a plus de circuits, c'est comme en mécanique et en électronique, là on aura des circuits de données qui circulent, donc l'IA pourra se propager et donc prendre des décisions. Donc on peut dire que l'IA qui décide, ça sera 2020-2030 en termes de période. La dernière intelligence artificielle, qui est la plus difficile à comprendre, qui est celle qui se rapproche finalement de plus en plus de la science-fiction, c'est la superintelligence. Donc c'est une intelligence artificielle qui se met à penser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que effectivement cette intelligence-là va prendre des décisions comme l'IA forte, mais va développer sa propre conscience, un petit peu à l'image de la conscience humaine. Il y a un projet qui est très peu évoqué par les GAFA, mais on pense qu'à partir de 2050-2060, les GAFA auront tellement de données sur les gens, auront tellement compris le raisonnement humain, que les supercalculateurs pourront imprimer une conscience humaine. Il y avait un article il y a 3-4 ans dans une revue scientifique qui disait que effectivement, à partir de 2050-2060, un acteur comme Google pourrait imprimer une conscience humaine. Une chose qui est absolument surréaliste aujourd'hui, mais on pense que la connaissance et les traitements de calcul vont permettre d'arriver à quasiment simuler une intelligence humaine. Là, je le situe dans le temps, 2040-2060 pour les premières briques, et on pense que la conscience de la machine pourra naître à partir de 2100.
Bien entendu, c'est complètement prospectif, mais c'est pour vous montrer effectivement l'étendue et la progression absolument fabuleuse de cette technologie. Alors, maintenant, on va essayer de rentrer focaliser par rapport à vos sujets qui vous animent, notamment au sein du Club CEMAT, et essayer de faire le lien entre IA, TP et éducation. Vous avez une citation aujourd'hui d'un acteur de chez Vinci qui dit que quand on parle de l'IA, on pense Terminator et Matrix, donc les films assez connus, avec des machines qui vont remplacer l'homme. Or, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'IA d'aujourd'hui est un outil comme un autre utilisé dans la logistique que dans l'exécution proprement dite des tâches sur un chantier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette IA faible que j'ai décrite, elle vient dans vos métiers. Donc, ça veut dire que chaque métier aujourd'hui peut être transformé grâce à l'apport des données et à l'apport des algorithmes. Donc, les différents enjeux qu'on va voir, bien entendu, c'est que, notamment dans votre secteur d'activité, ça va être un véritable ascenseur social qui ouvre à la voie à nouveau de métiers et à beaucoup de transformations dans ces métiers. Mais aussi, ça va être aussi un moyen d'apporter des nouvelles sources de valeur. Et donc, le vrai sujet pour permettre ça, c'est effectivement de passer par l'éducation. Pas simplement de faire des codeurs informaticiens et que tout le monde devienne des super programmeurs d'intelligence artificielle, mais aussi pour créer des filières d'excellence pour comprendre qu'aujourd'hui, dans tout métier, l'intelligence artificielle a son rôle à jouer. Donc, est-il besoin de rappeler une fois de plus l'importance de l'éducation et de la transmission des savoirs. On va focaliser là-dessus, sur ce type véritablement d'impact de l'IA dans le monde des TP. Et je vais laisser la parole à Inès et Alexander qui vont développer ça. Merci Guillaume et bonjour à tous et à toutes. Donc, comme Guillaume l'a expliqué, l'IA va révolutionner tous les domaines et bien évidemment, les travaux publics vont en faire partie. Donc, je vais montrer quelques apports qui vont impacter le secteur. Le premier dont on peut parler, c'est ce qu'on appelle la maintenance prédictive. Comme Guillaume l'a expliqué, l'IA, grâce à ces données accumulées par lesquelles elle apprend, et c'est ce qu'on appelle le machine learning, peut en quelque sorte tirer des corrélations pour le futur. Et pour le domaine des travaux publics, c'est particulièrement intéressant. Pour la maintenance, notamment, ça se fait à travers des capteurs connectés qu'on peut installer sur les machines et qui permettent de savoir en temps réel le degré d'endommagement des machines. Et donc, ça permet d'intervenir dès que c'est nécessaire pour résoudre le problème. C'est particulièrement intéressant dans le cas des infrastructures ferroviaires, notamment. Et de manière plus concrète, il y a l'entreprise JCB, dont vous connaissez sûrement, qui a également généralisé cette pratique à travers son logiciel LiveLink, qui permet de suivre à distance et en temps réel l'ensemble de ces machines et ainsi de mieux gérer ces parcs. Les avantages sont nombreux. On peut parler par exemple de l'allongement de la durée de vie des machines, vu qu'elles sont mieux maintenues, et ainsi améliorer le taux de rendement global des machines. On peut également parler du fait que ça va réduire les frais de maintenance de manière générale. Et enfin, ça va réduire la quantité de pannes effectives et donc ça va réduire le temps d'immobilisation des machines sur les chantiers. Ensuite, en termes de sécurité sur les chantiers, vu qu'on en parle, l'IA a là aussi son mot à dire, car les accidents peuvent arriver. Et dans ce cas-là, il y a quelque chose qu'on appelle le computer vision. Donc en français, c'est la vision artificielle. Donc c'est une sous-branche de l'intelligence artificielle. Et en fait, elle permet de réaliser des analyses visuelles à distance de chantiers, d'équipements, de matériel, qui permettent en fait d'anticiper les risques et ainsi de mieux protéger les travailleurs. Et donc, c'est un gain de temps, c'est un gain financier et c'est une meilleure anticipation du risque. Donc là, c'est encore un bel avantage de l'IA dans les travaux publics. Est-ce que Guillaume, tu peux passer à la slide suivante? Merci. Donc, par contrainte de temps, on ne va pas parler de tous les avantages. Je vais en citer quelques autres, toutefois. Pour la conception des chantiers, on peut avoir une aide à la précision avec des lunettes connectées, avec des robots qui peuvent assister les travailleurs sur des chantiers qui sont assez dangereux. On peut penser aux chantiers de désamiantage, par exemple, qui sont assez dangereux pour l'homme.
On peut parler de l'aide à la décision pour les travailleurs avec des chatbots intelligents qui peuvent, sur une situation donnée, grâce aux données qu'ils ont accumulées, qu'ils ont assimilées, mieux conseiller les travailleurs. Et enfin, en amont, on peut également prévenir les dépassements de coûts de manière prédictive et donc mieux prévoir des échéances réalistes pour tous les projets futurs de travaux publics. Je vais terminer ce premier point avec un chiffre d'un rapport qui a été publié en 2017 par McKinsey, qui montrait que les entreprises du secteur des travaux publics pourraient augmenter leur productivité de 50% par le biais d'une analyse en temps réel des données. Et donc, vous devriez avoir une idée de la révolution que l'IA va représenter dans ce secteur et dans lequel l'IA, comme l'a un peu dit Guillaume, ne va pas remplacer l'homme, mais constituera plutôt un facilitateur, un moyen qu'on pourra ajouter à sa caisse à outils. Donc, tout cela paraît bien beau et certains diront même peut-être que c'est trop beau, mais il y a deux prérequis qui existent et qui, pour l'instant, ne sont pas encore suffisamment généralisés dans le domaine pour permettre une véritable révolution de l'IA dans les travaux publics. Le premier prérequis, c'est au niveau de la data. Donc, comme brièvement expliqué par Guillaume, l'intelligence artificielle ne se suffit pas à elle-même. Elle a besoin de données pour apprendre d'elle-même. Et le problème est que dans le secteur des travaux publics aujourd'hui, on a une grande morcellisation de la donnée entre, par exemple, le bureau d'études d'une part, les entreprises qui conçoivent l'infrastructure de l'autre, les travailleurs sur le terrain, les travailleurs de maintenance. Et de ce fait, l'IA est bien trop morcelée, les données sont bien trop morcelées dans le secteur et donc l'intelligence artificielle derrière ne peut pas en tirer son plein potentiel. Il y a donc aujourd'hui un enjeu fort à sécuriser cette chaîne de données parce que chacun sur son chantier ou dans son bureau crée de la donnée en permanence et si on veut tirer le plein potentiel de l'intelligence artificielle, il faut sécuriser cette chaîne. On peut toutefois noter un début d'amorce avec la généralisation de ce qu'on appelle le BIM. Donc, le BIM, c'est le Building Information Modeling. Donc, c'est en quelque sorte un processus collaboratif qui s'articule autour de bases de données qui sont mises à jour et complétées sur l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment, d'un équipement ou d'un matériel par tous les intervenants qui interviennent en fait sur ce cycle. Donc, ça peut être les travailleurs, ça peut être les gens qui font la maintenance. Et ainsi, avec ce BIM, on pourra mieux maîtriser la collecte des données sur l'ensemble du cycle de vie d'un matériel ou d'un équipement. Et à ce titre, le plan BIM 2022 a été signé par le gouvernement en novembre 2018 et on espère qu'il pourra contribuer à régler cette question des données. Le deuxième frein au déploiement de l'IA dans le secteur, et qui est peut-être le plus important, et la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui d'ailleurs, concerne l'acculturation des employés du secteur et surtout la formation des employés et des générations futures. Jamil Yahya, que Guillaume citait précédemment, disait d'ailleurs très justement lors de la rencontre organisée par Vinci en 2019 qu'il faut expliquer aux collaborateurs que l'IA est avant tout un outil parce que sinon ça peut bloquer son dépense sur les comme Guillaume l'a dit, il y a aujourd'hui une mythification de l'IA. L'IA est mal perçue. Alexander, je crois que tu as un problème de réseau. Ouais, on te perd, Alexander. On va avancer avec Inès. Il faut que tu enlèves ton micro, Inès. Pardon. Alors, donc, le propos, il me semble, de conclusion d'Alexander était qu'il y a un autre obstacle, qui est celui de la formation, donc il reste donc auquel il faudrait s'intéresser. Et notamment, donc, comme on voit sur le PowerPoint, donc la citation du rapport de PwC, nous avons réalisé une enquête interne auprès de 115 000 employés du secteur et environ 50 000 n'avaient pas les compétences dans le numérique. Donc, nous sommes tous d'accord pour dire que pour accompagner cette révolution de l'intelligence artificielle dans le secteur, il faut évidemment avoir les compétences pour ce faire. C'est pour cela que nous allons en parler. Donc, afin de pouvoir saisir toutes les opportunités, il faut commencer dès le stade de formation
qui mène à ces métiers, à familiariser les futurs professionnels avec ces technologies, que ce soit au niveau donc, des compétences à acquérir. Donc, au niveau de la formation, ça serait par rapport au contenu, mais aussi au niveau de la manière de faire école. Et donc, c'est les deux axes auxquels nous allons nous intéresser. Donc, tout d'abord, l'intérêt tout particulier pour les filières de travaux publics d'intégrer l'IA au niveau de la formation. Donc, il y a des compétences à acquérir, mais ce ne sont pas nécessairement les compétences qui doivent changer, mais les pratiques qui y sont associées. Pour citer quelques exemples, donc dans la maintenance prédictive, comme l'a mentionné Alexander, nous parlons de données, donc des données qui permettent de prédire le comportement des matières, des pièces, l'usure, ainsi de suite. Et l'analyse de ces données, leur compréhension, leur interprétation vont être des compétences nécessaires pour établir un diagnostic, pour avoir plus de visibilité sur le chantier, pour la gestion des projets, ainsi de suite. Pour citer un autre exemple au niveau des technologies de construction, il faudra prévoir des initiations à l'usage, au fonctionnement des outils d'aide à la décision, par exemple. Donc, les équipements numériques embarqués dans le matériel ou bien qui sont indépendants vont faire office d'interface entre l'homme et la machine. Et il va s'agir de relever des paramètres liés directement à l'activité des machines semi-autonomes ou autonomes qui, comme l'a bien dit Guillaume, vont se démocratiser davantage d'ici les années à venir. Mais au-delà des compétences qui sont liées directement au fonctionnement et à l'exploitation des technologies de la donnée, l'IA, il faut le mentionner, aura un rôle important à jouer dans l'amélioration des conditions de travail et va procurer un plus grand confort pour l'opérateur. Donc, ça sera un enjeu d'autant plus que ça va contribuer à augmenter l'attractivité de ces secteurs-là. Donc, il faudrait que, en effet, les futurs professionnels aient de la visibilité sur ce à quoi leur quotidien va ressembler. Et donc, ces innovations vont également leur permettre d'acquérir une connaissance précieuse pour les métiers, mais aussi un avantage compétitif et dans l'employabilité également. Cependant, donc, les innovations avancent à un rythme exponentiel. Et ce dont nous parlons aujourd'hui peut devenir obsolète demain avec l'avènement de nouveaux outils. Donc, il faut essayer non seulement de les former à utiliser des outils précis, mais aussi à leur faire acquérir une flexibilité et une adaptabilité aux fluctuations du secteur. Et c'est pour cela donc, que nous allons désormais nous intéresser à comment on peut utiliser l'intelligence artificielle au niveau pédagogique. Donc, oui. Alors, donc, à ce niveau-là, donc, que ce soit à la nation des enseignants, des élèves ou des administrateurs. Les outils ont été développés par des startups de la high-tech française, mais aussi par d'autres entreprises donc à l'échelle internationale, et elles ne cessent de voir les jours. Ils proposent des solutions pour des usages différents. Pour citer quelques exemples, donc des outils de réalité virtuelle et de réalité augmentée permettent d'avoir un apprentissage par des simulations. Alors, pourquoi apprendre à travers des simulations? Eh bien, ça permet une mise en situation dans des cadres qui peuvent être risqués, sans mettre en danger directement les travailleurs. Ça permet de faire une économie en termes de temps, en termes de mobilisation de matériel, et un apprentissage qui va être marquant et efficace. Donc, nous avons l'exemple des outils qui ont été développés par Cadecrea, par exemple. Mais nous pouvons également utiliser l'intelligence artificielle pour la gestion administrative de l'éducation et pour la coopération. Par exemple, des outils comme Op3 Team, donc un logiciel de gestion qui dématérialise, automatise et rend conforme les flux administratifs. Nous avons également des outils comme Classroom qui permettent la communication entre les parents et les profs. Mais nous pouvons aller au-delà de ça en imaginant des dispositifs comme par exemple une plateforme centralisée qui va accueillir des données sur les expériences des professeurs et qui pourra faire émerger des bonnes pratiques. Donc, des propositions similaires ont été soulevées lors des États généraux du numérique pour l'éducation qui ont eu lieu le 4 et le 5 novembre dernier. Mais maintenant, sur le plan académique, nous pouvons dire le plan plus pédagogique, l'intelligence artificielle et les outils numériques, dans un sens plus large, permettent un apprentissage adapté, ou le adaptative learning. Concrètement, ce sont des outils digitaux donc, qui permettent aux élèves de faire des exercices, de suivre des cours, des parties de cours, valider des compétences, qui permettent aux professeurs de mieux suivre leur parcours de manière individualisée. Ils pourront donc mesurer plus précisément le progrès et les difficultés qui peuvent avoir lieu et leur permettre donc d'adapter le contenu des cours ou les exercices à leur guise. Donc, il y a beaucoup d'autres outils que nous pouvons citer qui peuvent assister les enseignants dans la création de contenu pédagogique numérique ou bien donc pour leur faire gagner plus de temps, du temps précieux à faire des tâches répétitives et non complexes.
mais qui pourra être économisé afin que les enseignants puissent se consacrer à des tâches encore plus complexes. Donc, pour résumer un peu, il ne s'agit évidemment pas que la technologie soit envahissante, mais au contraire, de tirer profit du numérique au sens large, afin que ces outils puissent être adoptés en complément de la méthodologie de chaque professeur. Et c'est en effet l'expérience qui informera de l'étendue réelle de ce que peut apporter l'IA à l'apprentissage. Par contre, nous pouvons dès aujourd'hui voir donc, l'impact réel que ça peut avoir grâce à la crise et donc l'utilisation des outils numériques dans l'enseignement à distance. Et nous pensons que ça pourra être un réel levier d'amélioration et de progrès. Parole à Guillaume pour ses propos conclusifs. Donc voilà un peu en quelques mots ce qu'on a souhaité adresser avec vous dans cette petite demi-heure. Alors bien entendu, le sujet est immense, pose beaucoup de questions. Moi, j'ai un message très simple à faire passer, c'est qu'effectivement, en tant que professionnel de l'intelligence artificielle, rappelez encore une fois que cette technologie touche tout le monde, notre quotidien, notre façon de travailler, la vie des entreprises, la vie des nations, la vie des grandes organisations internationales, et qu'au point de vue individuel, chacun doit être amené à rentrer dans ce monde-là. Il ne s'agit pas de dire que l'intelligence artificielle va tout remplacer, mais au contraire, on va rentrer vraiment dans cette humanité augmentée. Si je reprends la citation bien connue d'Andrew Ng que j'ai citée tout à l'heure, qui disait que l'impact de l'intelligence artificielle sera aussi important que l'impact de l'électricité à son arrivée il y a une centaine d'années. Donc bien entendu, c'est une invitation à rentrer dans ce nouvel écosystème. Bien entendu, ça prendra du temps, mais en tout cas, les débuts sont encourageants pour beaucoup d'industries et j'imagine nécessairement dans le vôtre. Merci Guillaume, Guillaume, Inès et Alexander pour ça. C'est vraiment enthousiasmant parce et on pourra certainement échanger avec les uns et les autres si vous avez des questions sur le sujet, mais c'est vrai que la peur qu'on a toujours quand on parle d'intelligence artificielle, ou le mythe, c'est de dire ça va prendre mon job ou ça va remplacer mon job. Et effectivement, dans ce que vous décrivez, ce qu'on entend de plus en plus, et c'est bien de le démocratiser, c'est qu'en fait, non, c'est vraiment un outil d'aide dans son métier pour être encore plus performant. Et ça, je trouve ça très, très enthousiasmant dans les différentes propositions, exemples que vous avez pu nous donner. Et je voudrais rebondir là-dessus et donner la parole à Philippe dans la continuité. Donc Guillaume, tu restes le temps que tu veux. Je sais que ton temps est compté, donc tu nous quittes quand tu le souhaites. Et je te remercie déjà de cette participation avec les équipes. Donc oui, Philippe et Benoît vont pouvoir nous parler effectivement. C'est intéressant dans le début de ces différents niveaux d'intelligence, avec l'intelligence faible qui est notre présent. Et donc, Philippe, tu as nous parler effectivement de ce présent de l'intelligence artificielle. Donc, effectivement, comme l'a pu le dire Alexander, JCB est une des sociétés qui applique ce fonctionnement. Ce n'est pas la seule, je tiens à le préciser, pour ménager les susceptibilités de tout le monde. Je dirais, bon nombre des entreprises du Club FEMAT ou pas d'ailleurs, ont maintenant des systèmes de remontée d'informations et d'analyse des informations. Et aujourd'hui, c'est JCB qui nous en parle. Philippe, je te passe la parole. Merci Pascal. Merci beaucoup Guillaume, Inès et puis Alexander. Pour moi, c'est très éclairant parce que d'un côté, dans nos métiers, au quotidien, on a tendance à le subir. Et l'éclairage que vous apportez en disant non seulement il ne faut pas le subir, mais en plus, il faut qu'on entraîne nos jeunes et nos élèves demain à vivre avec et surtout à s'en servir comme d'un outil. C'est un angle que j'ai beaucoup apprécié dans votre approche. Clairement, dans les matériels, pour refaire un petit historique, on travaille sur… alors, on ne parle pas vraiment d'intelligence artificielle. Pour faire référence à une de tes slides, Guillaume, on est plutôt sur l'IA faible au départ. C'est-à-dire que nos matériels, nous, depuis plus d'une dizaine d'années, collectent de nombreuses données et l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de contribuer, d'exploiter ces données et de contribuer à la productivité.
mais pas qu'à la productivité, contribuer à la sécurité, on l'a vu avec Alexander, et contribuer également au confort des opérateurs. Donc, un petit historique. Au départ, en fait, nous avons, comme beaucoup d'autres, collecté des données. Ces données, c'était principalement lié à la géolocalisation, c'était principalement lié à la consommation des machines. Et puis, donc ça, c'était la phase 1, ce que j'appelle la phase 1 de nos développements. La phase 2, ça a été très vite de communiquer ces données, de les partager avec ce qu'on appelle, nous, des gestionnaires de parc, des maintenanciers, voire des utilisateurs, pour justement interpréter le premier niveau de ces données et agir sur la productivité. Alexander l'a dit tout à l'heure, en faisant du semi-prédictif, en tout cas en identifiant les moments où on doit faire de la maintenance sur les matériels, eh bien, on va limiter les temps d'immobilisation, donc on va gagner en productivité pour nos clients. Ça, c'était la phase 2. La phase 3 aujourd'hui, dans laquelle nous sommes rentrés, et un certain nombre de mes confrères également, c'est de dire finalement tous les data qui sont collectés par la télémétrie dans nos machines, regardons en fait à les mixer. J'ai repris tout à l'heure des termes évoqués par Alexander, qui disait qu'on avait mis tout ça dans une famille qui s'appelle le BIM. Effectivement, si on arrive à agréger de nombreuses données qui sont des données purement d'exploitation de chantier, avec des données de machines et avec des données, par exemple, de l'architecte qui lui-même a défini le chantier qu'on est en train de réaliser, eh bien, on va pouvoir mixer ces données, on va pouvoir les agréger et les exploiter intelligemment. Et donc, on arrive aujourd'hui à augmenter la productivité, on arrive à réduire la pénibilité, évidemment, et on arrive aussi, dans bien des cas, à faciliter le travail sur les chantiers. Donc, nous, on est là pour fournir de la donnée, on est là pour échanger de la donnée. Le maillon qui va nous manquer aujourd'hui, et ça rejoint exactement ce que vous nous dites, ce sera les humains derrière, les jeunes ou les moins jeunes qui seront sur des chantiers, des futurs exploitants qui vont dire « ma machine est capable de me produire telle donnée, mon architecte m'a donné telle donnée, je vais prendre des données externes telles que la météo ou autre, et je vais pouvoir les mixer pour exploiter au mieux et tirer le meilleur profit de l'organisation de mon chantier. » Voilà. Donc nous, voilà ce sur quoi on travaille. Il y a aussi un autre angle d'approche, et je vais donner la parole à Xavier, c'est que Guillaume ou Alexander l'ont souligné tout à l'heure, on peut, par l'intelligence artificielle, finalement, interpréter ou analyser les gestes que font l'homme. Par exemple, si l'homme fait toujours le même geste pour creuser une tranchée avec une pelle, on va simplement capter ces données. Ces données, on va les mettre dans la machine et la machine va pouvoir, entre guillemets, un instant se substituer à l'homme, et c'est ce qu'on appelle dans certains cas les machines autonomes. Je te laisse la parole, Xavier, puisque je sais que vous travaillez sur ce chantier des machines autonomes. Tout à fait, merci Philippe. Donc effectivement, chez Komatsu, l'intelligence artificielle est aussi au cœur d'un certain nombre de développements. Alors, tout comme un certain nombre de nos collègues, on a commencé par collecter de la donnée toute simple, et on a laissé l'homme analyser ces données pour en tirer la quintessence, le contenu. Et puis, on s'aperçoit très très vite que le volume de données utilisables et intéressant augmente très très vite, et que l'homme finalement est à ses limites. Alors, imaginez par exemple que vous êtes à la tête d'un chantier. À la tête d'un chantier, vous avez plusieurs machines, vous avez plusieurs spécialités, une pelle, un bulle, des transports et des hommes qui sont encore au cœur de l'activité. Et évidemment, comme plein de gens, vous voudriez tout maîtriser. Vous voudriez être partout en même temps pour qu'à chaque endroit du chantier, vous soyez au courant de ce qui se passe, de ce qui va se passer ou des dangers qui vont naître. C'est le fameux don d'ubiquité dont tout le monde rêve. Alors, désormais, avec l'intelligence artificielle, c'est possible. Alors, Guillaume et Alexander, notamment, l'ont bien expliqué, il y a différents niveaux d'intelligence, mais ça commence de toute façon par plein de capteurs et plein de capteurs très différents.
pour localiser, pour mesurer un certain nombre de données et de plus en plus de données, mais pour aussi maintenant capturer en vidéo, en temps réel, ce qui se passe sur le terrain. Et c'est là qu'intervient effectivement toute cette notion de BIM, c'est-à-dire que sur le terrain, il y a tellement d'activités, il y a tellement de choses qu'il faut être un petit peu cohérent et organisé. Et on est encore dans la phase où, effectivement, un certain nombre de définitions doivent être mises en place. Mais vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, nous travaillons, Komatsu, sur l'équipement de toutes ces machines. Alors oui, on va mesurer des pressions, on va mesurer des pollutions, des choses comme ça. Tout ça, ce sont des capteurs assez traditionnels. Mais il faut imaginer aussi des caméras positionnées sur le chantier, des caméras positionnées sur les machines elles-mêmes. Et derrière tout ça, derrière toute cette masse de données, de l'intelligence artificielle, des ordinateurs capables de traiter et de faire le boulot. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces ordinateurs? Eh bien déjà, ils reconnaissent les différentes machines sur le chantier. Ils sont capables de savoir si une machine est à l'arrêt ou pas. Alors, quand je dis à l'arrêt, c'est à l'arrêt de travail. Après, il y a d'autres capteurs qui diront si elle est en panne ou simplement en train de feignasser. On est capable de savoir si la machine est à la position où on l'attendait, on va dire, donc de faire une comparaison par rapport à des réalités. Et on est capable aussi désormais de faire des comparaisons par rapport au plan. Parce que finalement, tous les chantiers aujourd'hui démarrent d'abord et après, et avant tout par un plan électronique. Donc, on envoie des drones qui d'ailleurs n'ont pas forcément de pilote aujourd'hui. Comme ça, ils peuvent faire des relevés sur le chantier à intervalles réguliers et faire des relevés de topographie pour savoir si, en plus de tous les capteurs au sol qu'on aura pu mettre, le chantier avance, enfin les mètres cubes sont bougés au fur et à mesure ou pas. Alors, toute cette activité chez nous est regroupée sous un nom global qui s'appelle Smart Construction. Si vous tapez ça par curiosité sur Internet, vous trouverez un certain nombre d'informations. Et on va dire Komatsu travaille au traitement de toutes ces données et à la conclusion, parce que c'est pas le tout de collecter. Notre but n'est pas de collecter l'information. Notre but est bien de retraiter l'information et de mettre à disposition des opérateurs, des managers, etc., de l'information pré-traitée. Alors là revient la notion qu'Alexander a très très bien mise en valeur. IA faible, on en a déjà pas mal dans notre vie courante, effectivement. IA forte avec de la prise de décision ou au moins de la présentation de simulation avec une prédiction de la plus probable. C'est déjà des choses que nous sommes de plus en plus capables de proposer, ce qui permettra aux superviseurs finalement de faire un effort différent, intellectuel différent, c'est-à-dire qu'au lieu de passer du temps à manipuler tout un tas de données et à se poser des questions, il va manipuler des données pré-traitées, pré-mâchées, qui vont lui permettre d'aller plus vite à la décision finale, celle qui est utile à l'avancement du chantier. Alors, on a des notions qui sont très variées dans toute cette intelligence artificielle que Komatsu souhaite mettre à disposition. Il y a des notions de sécurité, c'est évident. On va reconnaître s'il y a des intrusions sur le chantier, des piétons qui se promènent à des endroits dangereux, des choses comme ça. On va aussi avoir de l'anticipation, c'est-à-dire qu'on va être capable de savoir si le chantier avance à la bonne vitesse, si on a le nombre de machines nécessaires. On va pouvoir faire un calcul live des machines qui devraient ou ne devraient plus être sur le chantier. Bref, on va pouvoir offrir une capacité de prendre des décisions live, des décisions de performance finalement, d'avancement du chantier. La machine n'est plus qu'un élément de production et ensuite on donne du conseil. Pour ceux qui étaient avec nous à Narcé, aux universités d'été de Narcé en 2019, si je ne me trompe pas, nous avions eu un exposé d'un entrepreneur de TP qui avait localement, parce qu'il avait un chantier très compliqué à organiser avec l'impossibilité en centre-ville de mettre les camions en parking, il avait organisé une collecte de données et un traitement des données qui permettait de faire un retour immédiat sur, comment ça s'appelle, un retour immédiat sur le positionnement des camions qui permettait au chauffeur finalement en temps réel d'adapter sa vitesse, de éventuellement se parquer en amont pour éviter de venir engorger le centre-ville. Et il nous avait exposé, si vous vous souvenez bien, un gain de productivité sur son chantier absolument exceptionnel. Donc voilà l'usage de l'intelligence artificielle et voilà dans quelle direction nous allons effectivement, comme un certain nombre de nos collègues,
vers cette maintenance prédictive. Ça, c'est pour maintenir la machine en elle-même, mais vers la gestion du chantier au sens global et l'utilisation du BIM dont on a parlé tout à l'heure. Voilà donc les éléments. Derrière tout ça, je ne vous cacherai pas que, effectivement, les collaborateurs vont devoir s'adapter. Alors, ils vont devoir s'adapter parce que l'intelligence artificielle va beaucoup plus vite qu'eux, c'est-à-dire qu'elle a traité probablement les données en amont, donc il va falloir les habituer à exploiter de la donnée qui a été déjà pré-concassée et non pas faire confiance à leurs croyances ou à leurs habitudes. Encore une fois, il y a plein de petites choses qui s'avèrent, une fois que l'intelligence artificielle nous a traité toutes les données, s'avèrent très différentes de ce qu'on imaginait en tant qu'humain derrière. Et ça, c'est un atout, un apport fort dans la productivité. Maintenant, il faut que les gens l'apprivoisent et c'est tout l'enjeu de cette table ronde. Voilà pour la part Komatsu. Merci Xavier. Tu voulais rajouter quelque chose, Benoît, peut-être? Oui, je voulais faire un petit parallèle par rapport à l'évolution de technologie qu'on a connue il y a une quinzaine d'années en arrière. Tout à l'heure, Alexander parlait de maintenance prédictive. Et si on se rappelle un petit peu tous, il y a 15 ans, il y a eu l'apparition des PC pour faire comme outil de diagnostic sur nos machines. C'était un peu une révolution, hein, parce qu'on passait du diagnostic avec des outils plutôt mécaniques, basiques, en branchant des tas d'instruments sur les machines. Il est apparu les PC avec des interfaces, avec des logiciels et des tas d'outils. Et ça faisait peur à tout le monde parce que déjà, on disait au début, c'est nouveau, les gens ne vont pas y arriver, c'est un PC et c'est relativement complexe. On regarde avec l'éducation, vous êtes tous adaptés dans les écoles par rapport à ça. Nous, les techniciens, on les a formés. Certains n'avaient jamais fait d'informatique de leur vie, ils ont franchi le pas. Aujourd'hui, ils savent reprogrammer des machines. Il y a eu un gros virage de prix. Ça a peut-être mis 10, 15 ans. Et aujourd'hui, on est vers une nouvelle ère qui est plutôt l'intelligence artificielle, là, comme on disait tout à l'heure. Et c'est vrai que cette collecte de données et de data fait qu'on va travailler différemment, voire même nos modules de formation vont être différents. Parce qu'aujourd'hui, je vois, nous, chez JCB, grâce aux data, on parlait de machines qui ont des codes d'erreur et autres. Peut-être que demain, dans les formations, grâce à ces données-là, on va orienter nos formations légèrement différemment, voire même, on parlait de lunettes virtuelles tout à l'heure. Quand un technicien interviendra demain, quand je dis demain, c'est peut-être dans 5 ans, dans 6 ans, peut-être encore, mais quand il interviendra grâce à ces données qui sont enregistrées dans nos systèmes informatiques, peut-être que le technicien, dès qu'il est arrivé, avant même qu'il ait branché quoi que ce soit, il aura une synthèse virtuelle de fait qui lui permettra peut-être de l'aiguiller vers une panne qu'il n'a peut-être même pas du tout imaginée. Parce que ça va prendre en considération des paramètres de localisation, de météo, les paramètres qu'on aura collectés de température de la machine. Peut-être que cette même machine, pour optimiser les entretiens, ou parce qu'il y a une maintenance prédictive qui doit être programmée un vendredi et pas avant, et on va peut-être ralentir tout doucement sa production. Et tout ça, ça sera fait par simplement l'intelligence artificielle. Donc, c'est vrai qu'on est vers un autre virage, grâce à une synthèse qui sera faite de tout un tas de données que nous, on ne peut même pas gérer, tout simplement parce que c'est trop complexe, et on a besoin d'une vision extérieure qui est capable de mouliner toutes ces données. Mais c'est vrai que ça passe par un moment, peut-être par une collecte de données, qui fait peut-être un petit peu peur, hein, mais qui sera, je pense, indispensable pour faciliter le travail de demain. Et nous, dans l'univers technique, en tout cas, même pour la partie diagnostic, parce qu'on arrive quand même avec des machines qui sont d'une sophistication qui est très, très importante, et ça sera un outil au diagnostic à part entière. Voire même, on connaît le turnover qu'il y a dans les personnes, qu'on a dans nos ateliers aujourd'hui, hein, si on fait un vrai parallèle avec le technique. Cet outil, ça sera un aide vraiment crucial et indispensable pour s'adapter rapidement à nos machines et pour faciliter la maîtrise de nos machines grâce à ces outils. Ok, merci Benoît. J'en profite. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire à propos effectivement d'adaptation, puisque finalement tout est là, et je vous propose un petit sondage tout simple pour savoir ce que vous pensez des technologies de l'IA. Est-ce que vous croyez que ça va créer des nouveaux métiers dans le domaine de la maintenance à court terme ou pas? Donc un petit sondage pour savoir ce qu'on pense et de ces nouveautés. Est-ce que ces nouvelles technologies vont créer des nouveaux métiers à plus ou moins long terme, ou est-ce que les métiers actuels vont s'adapter? Pendant ce temps-là, si tu me le permets, François, je voudrais un petit peu interpeller Guillaume.
Oui, bien sûr. À quel point, donc, nous, constructeurs, on met de la technologie. Je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. La technologie, elle existe, elle va se développer, elle va continuer de se démocratiser. Moi, ce que j'ai bien aimé dans ton intervention, et je pense que c'est fondamentalement l'objet de la fondation et de tes équipes, c'est l'humain derrière. C'est-à-dire que, et vous avez complètement raison, il va falloir qu'on habitue nos jeunes, nos élèves, ceux qui vont passer auprès des enseignants qui sont avec nous aujourd'hui. Il va falloir très très vite leur mettre ces outils en main, très vite les familiariser, les décomplexer probablement par rapport à toutes ces technologies et leur dire qu'en fait ils ont une place, ils ont un rôle à jouer qui est fondamental pour l'exploitation de ces outils technologiques. Et le côté humain m'intéresse beaucoup, et de savoir comment le club CEMAT finalement peut accompagner les enseignants ici présents dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, pour en fait décomplexer tout le monde par rapport à ces sujets. Alors, si je peux me permettre, Philippe, moi je suis très aligné sur ce que j'ai entendu dans les différentes interventions et très aligné sur ce que tu viens de dire. J'ai conclu sur le terme humanité augmentée. Je pense que votre métier des uns et des autres, c'est de faire une intelligence augmentée. C'est ce qu'on essaye de faire dans l'éducation, un apprentissage adaptatif. Et effectivement, nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans la Fondation, finalement, de travailler, de réfléchir sur ce nouveau rapport homme-machine, quelque part, avec, en essayant de défendre effectivement cette part de l'humain. Juste, ce qui me paraît important aussi par rapport à nos jeunes, au sens large, certainement éprouvés par la crise économique aujourd'hui, et effectivement, souvent regardé un petit peu de travers par les plus anciennes générations par rapport à leur smartphone dans la main, ou par rapport au besoin d'être connecté 24/24. Je voulais reprendre une des dernières idées d'un grand monsieur que nous avons tous connu, et certainement vous connaissez plein d'autres, qui était le grand académicien Michel Serres, philosophe, et qui rappelait souvent à la fin de sa vie que finalement, il est important que les générations un peu plus anciennes ou un peu plus confirmées continuent à transmettre leur savoir, mais il est extrêmement aussi important de laisser la place aux jeunes générations qui sont meilleures pour comprendre le monde des technologies. Et c'est ce que j'aime beaucoup quand je regarde, non pas la finalité des GAFA, mais c'est de voir cette capacité à mélanger justement ces questions de génération. Aujourd'hui, moi je le dis, c'est ce qu'on appelle la génération Millennium, elle est plus habile, plus à même à expliquer, parce qu'elle a toujours eu un portable entre ses mains, entre guillemets, quels seront un petit peu les nouveaux enjeux. Ok, merci Guillaume. Je me permets de reprendre la main une seconde, d'abord pour vous donner le résultat de ce sondage express. Et la majorité d'entre vous, 62% des gens qui ont voté, pensent que oui, ça va créer des nouveaux métiers à moyen terme. Alors effectivement, c'est-à-dire pas tout de suite, mais pas non plus dans des termes très très longs. C'est-à-dire on verra sans doute nous-mêmes arriver des nouveaux métiers à moyen terme. Et puis évidemment, j'avais posé la question de l'adaptation des métiers, et Nicolas pose une question que je vais me permettre de relayer dans cette table ronde. Doit-on laisser de côté l'apprentissage des bases de la mécanique et commencer dès maintenant à sensibiliser à l'IA, parce que le temps de la formation professionnelle est réduit et se réduit de jour en jour. Donc, madame, messieurs, est-ce que vous avez des éléments de réponse ou des éléments de réflexion à partager sur ce sujet? Philippe ou Xavier, peut-être? Alors, moi j'ai une réponse. Alors après, mes collègues de table ronde peut-être. Pour moi, c'est non. C'est non parce que l'intelligence artificielle, elle apporte un soutien en amont, un soutien au diagnostic, un soutien à l'approche du problème. Mais à un moment donné, c'est juste preuve du contraire, ça va être un humain, ça va être un technicien qui va, une fois qu'on a identifié le prendre en charge de manière assez traditionnelle jusque-là. Donc, pour moi, c'est un parallèle, c'est-à-dire que c'est la base de la mécanique reste nécessaire jusqu'à ce qu'on trouve un robot qui intervienne pour nous. Maintenant, effectivement, il va y avoir peut-être une sorte de combat entre les gens qui trouvent que utiliser les données, c'est du travail propre, et que aller sur le terrain, ça reste un travail à l'ancienne.
Alors, pour compléter cette réponse où je suis évidemment d'accord, moi je pense qu'il est intéressant de ne pas toucher avec l'eau du bain. C'est-à-dire que c'est en tout cas une de nos convictions fortes à l'IA pour l'école. Il ne s'agit pas d'opérer, de dire qu'il faut faire des gros Big Bang et des grands remplacements. Non, c'est dans cette intelligence augmentée, toujours jouer cette complémentarité, quoi. Donc, bien entendu, il y a toujours un curseur à trouver évident dans les sciences de transmission, quoi. Benoît, tu n'as pas de micro. Pardon. Non, ouais, pour relever après ce que disait Xavier, je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, la compréhension de la technologie est indispensable. Hein. Ce n'est pas parce que les machines deviennent plus complexes que ça n'empêche qu'il ne faut plus apprendre ce que c'est que la loi de la mécanique et la combustion et autres. Hein. Il y aura toujours de l'hydraulique sur les machines. On ne sait pas encore faire de l'huile en Wi-Fi, hein, même si l'intelligence artificielle est très évoluée. Donc, il y aura toujours des fondamentaux à bien maîtriser. Et pour ça, on a besoin de l'éducation, hein, et d'un enseignement fort, d'avoir des bonnes bases auprès de nos jeunes. Après, c'est un paramètre à ce qu'il faut qu'il soit pris en compte, c'est que la façon de réparer de demain sera peut-être légèrement différente. Hein. Demain, peut-être que les gens consulteront peut-être un petit peu moins un PC pour suivre des pratiques de réparation d'une machine. Ils seront peut-être avec des lunettes virtuelles, hein, comme a été exposé tout à l'heure en début de la présentation. On sera peut-être avec une approche légèrement différente. Ça fait partie de l'évolution, mais la base arrière de toutes les données qu'auront à disposition nos futurs techniciens sera calculée d'après une base de données liée à l'intelligence artificielle. Donc l'approche sera sans doute un petit peu différente, mais les fondamentaux resteront les mêmes. On a besoin toujours de têtes bien faites et on aura toujours de bras et de mains pour démonter des pièces et les remplacer. Sans ça, on ne sait pas le faire à distance. Hein. Nous, les premiers, derrière notre PC, on ne peut pas changer une pièce sur une machine. On peut être un guide, on peut apporter un soutien, mais derrière, on aura toujours besoin de gens, entre guillemets, qui sachent interpréter ce qui se passe sur le terrain. Et quelle que soit l'intelligence artificielle qu'on mettra, il y aura toujours une notion d'interprétation et il y a un paramètre qui manquera peut-être et une analyse pertinente sur le sol à faire en présentiel. Et là, l'humain reprend toute sa valeur et les fondamentaux seront indispensables à cette analyse. Moi, je voudrais juste rapporter une pierre à l'édifice, c'est que on a dit que donc l'IA c'était un outil et qu'il fallait que les jeunes se l'approprient de plus en plus. Moi, je crois qu'il y a un élément qui va dans le sens de nos actions avec le Club CEMAT, c'est qu'on a parlé et on parle toujours au Club CEMAT de l'attractivité des métiers. Quand on parle des métiers du TP, c'est pas forcément très noble, c'est pas forcément bien vu du monde extérieur. Par contre, le monde du TP et le monde de la maintenance au travers de l'IA, tout de suite, ça devient quand même un petit peu plus sexy et puis c'est tout à fait à la hauteur de ce que font d'autres métiers, de la maintenance, de d'autres matériels. Donc, je dirais qu'une des chances que l'on a au Club CEMAT, ça va être de faire encore plus rayonner nos entreprises et les métiers de la maintenance grâce à la complémentarité de l'IA par rapport à ce que l'on fait sur nos machines. Et je pense que ça donne du sens en plus par rapport à ce qu'on fait sur le Club CEMAT. Oui, Philippe, je voudrais rebondir et donner un peu la parole à côté aussi de nos invités. Alors, il a volé le compte d'un de ses collaborateurs, mais donc il est proviseur de l'INSEE et il nous fait une remarque assez intéressante. Il nous dit dans la période actuelle, elle a montré le contraire, c'est-à-dire que les élèves aujourd'hui sont plutôt des utilisateurs passifs des nouveaux outils et se sentent pas ils les maîtrisent pas très bien en fait. Donc ça c'est une réflexion intéressante qui montre effectivement qu'il y a ce qui est présenté par nos invités, qu'il va falloir les habituer à ces nouveaux outils. Et ce que je voudrais, c'est, on avait prévu d'inviter Emmanuel Oudry à monter sur scène pour qu'il puisse y échanger aussi, lui poser quelques questions, comment il voit ça par rapport à ses élèves. Alors, comme on est limité en nombre de personnes sur scène, je vais quitter la scène et je vais l'inviter. Donc Philippe, je te laisse l'accueillir pour le recevoir. Alors, je vais l'inviter. Emmanuel. Hop. Oui. Philippe, est-ce que je peux rebondir sur ce qui a été dit, sur ce qu'a dit Édouard sur le proviseur et qui a l'air d'être partagé par Xavier Vidal? Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça parce que
On a sorti un livre blanc, d'ailleurs, qu'on pourra vous diffuser, hein, sur qu'est-ce qui s'est passé pendant l'école, pendant le confinement, sur la période mars-avril. La vraie question, c'est que globalement, les applications ont bien marché. La difficulté, c'était à la fois les accès Internet et l'utilisation, la capacité à avoir simplement des ordinateurs. Il y avait sur 12 millions d'élèves, il y a déjà 500 000 élèves qui n'avaient pas de matériel suffisant et nécessaire. Moi, je trouve que c'est un peu dur d'être réducteur, dire que nos élèves ne connaissent pas. Moi, je pense qu'ils les connaissent bien. C'est qu'ils n'ont pas encore compris l'intérêt que ces outils-là peuvent être un outil d'apprentissage. Vous voyez, c'est là-dessus qu'il faut les éclairer. Bien entendu, ils sont passifs parce que les réseaux sociaux, on est d'accord que ça a des côtés parfois abrutissants. Néanmoins, il faut les emmener sur des nouveaux horizons. Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer dans les années qui viennent sur justement un peu comme on le fait dans ce format actuel, comment on peut partager l'information à travers ces espaces numériques. Alors, je vais rebondir, Guillaume, merci. Je vais rebondir un tout petit peu. Oui, il ne faut pas confondre. Ils ne sont pas incompétents. Ils sont, on va dire, passifs au moment de la transformation entre ce que les images et les systèmes d'information leur donnent et ce qu'ils en font de leur petit doigt. Je m'explique, quand on regarde des adolescents, sur de la cuisine, hein, qui est quelque chose d'un petit peu répandu, ils savent plein de choses en théorie, ils ont appris plein de choses par la vidéo, etc. Oui, l'intelligence artificielle, le support, leur a apporté quelque chose. Mais la transformation finalement, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas forcément toujours conscience qu'il va falloir y mettre un petit poil d'effort supplémentaire. Et en mécanique, c'est un peu la même chose. Ils imaginent que l'ordinateur va leur donner la solution du premier coup et qu'ils vont pouvoir se dispenser de faire marcher ce qu'on abordait tout à l'heure, c'est-à-dire les compétences de base historiques. C'est mon sentiment, hein, c'est pour ça que il y a vraiment un travail d'expliquer justement à nos jeunes, mais encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de leur laisser une place supplémentaire. Je trouve que dans cet espace numérique, ils sont les plus à même, les plus présents d'une certaine manière. Effectivement, et ça, nous, c'est l'enjeu dans notre travail, et je crois que vous serez d'accord avec ça, c'est de les mettre sur les vrais sujets. Ok. Ça peut être intéressant de demander à Emmanuel comment il perçoit ça, non? C'est peut-être ça que tu voulais lancer, Philippe? Tout à fait. Emmanuel, on te laisse la parole. Comment tu perçois ça vis-à-vis de tes élèves? Est-ce que tu les sens passifs? Comment tu ressens ça? Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, on t'entend moins, mais on t'entend. Ok, alors c'est vrai qu'on s'est rendu compte l'année dernière, les difficultés des élèves. Donc ça, leur téléphone, ils savent l'utiliser pour aller sur les réseaux sociaux. Quand il s'agissait d'envoyer un mail ou de pouvoir faire de la visioconférence, soit avec un ordinateur. Quand ils n'avaient pas d'ordinateur, ils pouvaient faire avec le téléphone. C'était très, très compliqué pour eux. Maintenant, c'est vrai, ce qui a été mis en place là début septembre, c'est Pix. Tout le monde peut le faire, n'importe quel être humain peut le faire en France. Mais pour les élèves, on a une formation qui est à faire sur les premières et sur les terminales Bac Pro. Maintenant, monsieur Le Boucher, il faut regarder quel type d'élèves on a. Quand vous avez des CAP et des Bac Pro, c'est compliqué avec le téléphone ou même avec l'informatique. On leur fait utiliser, c'est vrai, l'ordinateur avec les Bac Pro. Après, arrivé en BTS, là, ils maîtrisent beaucoup plus les choses. C'est-à-dire qu'on a tendance toujours à voir des élèves d'un niveau assez haut. Des CAP et des Bac Pro, ils restent quand même basiques, ils sont jeunes. Quand ils rentrent en seconde, ils ont 14 ans et demi, 15 ans. Et c'est compliqué pour eux, tout ça. Donc, je rebondis tout à l'heure aussi par rapport, j'ai oublié son nom, il faudra toujours des petites mains pour pouvoir changer les pièces. Là, il n'y aura pas de souci là-dessus. Et nos métiers, c'est vrai qu'ils vont changer. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait que ce soit à moyen terme. Je dirais que c'est du court terme pour les changements de métier. Beaucoup de profs ont fait des universités d'été. Je crois que la première fois où on a vu des connexions de données sur une machine, il me semble que c'était Atlas Copco. Alors, j'hésite entre Atlas Copco et Komatsu. Toutes les données qui avaient été, c'est une formation qui avait été faite. On a eu quand même aussi celle de chez JCB. Moi, j'avais eu une formation en 2000 sur Hitachi où c'était vraiment du transfert de données. On pouvait voir plein de choses, mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas intervenir. Et je pense que maintenant, la technologie, les capteurs connectés, beaucoup d'éléments peuvent être programmés et on peut faire des réglages à distance. Après, le problème, c'est financièrement. Parce que là, pour les constructeurs, si on met tous ces éléments là-dessus, le prix de la machine,
Je pense que ça va piquer un peu. Mais les clients, est-ce qu'ils seront d'accord de payer le plus? Je ne sais pas. Pour nos élèves, on va leur apprendre la mécanique, on va leur apprendre des circuits hydrauliques, des circuits électriques, les appareils de mesure, l'ordinateur. Mais après, je pense que c'est plus au niveau des BTS, quand ils seront en alternance et en entreprise, que là, ils verront plus ces interventions avec des vraies données. Je pense que c'est plus comme ça. C'est vrai qu'on parle des lunettes connectées. Moi, j'avais vu aussi avec une tablette où, en se mettant face à la machine et la tablette, on pouvait voir toutes les informations, on pouvait décrypter des circuits électriques avec où est-ce que je devais intervenir en tant que technicien pour pouvoir faire mes contrôles. C'était intéressant, c'est bien. C'est déjà installé, je pense. Ce que vous dites, Emmanuel, c'est très intéressant. Moi, ce que j'ai retenu de la présentation de Guillaume et de son équipe, c'est qu'en fait, ils militent pour, dès le plus jeune âge. J'ai vu vraiment dans les premières slides des photos d'enfants. Je me demande si on ne commence pas à la maternelle. Et effectivement, tant qu'on ne commencera pas très, très jeune à familiariser nos enfants à cette nouvelle, à ce nouvel outil, on aura du mal. Effectivement, si je fais une photo à l'instant T de quelqu'un qui arrive en CAP ou en BEP aujourd'hui et qui n'a pas été formé ces 5 ou 10 dernières années, ça va être un peu compliqué. Mais on a l'espoir avec la fondation de Guillaume qu'on va entamer ça dès le plus jeune âge. Et je pense que c'est ta vision, Guillaume. C'est de commencer très, très, très tôt de montrer cet outil. Alors, moi, je suis assez d'accord avec vous, Emmanuel. Je ne dis pas que c'est facile pour tout le monde. Donc, d'un côté, nous, on reprend ce que dit souvent le sociologue Serge Tisseron sur la notion des écrans, les 3-6-9. Rien avant 3 ans, un premier début entre 3 et 6, et après 6 ans, on augmente jusqu'à, bien entendu, dans les études. Ça, c'est sur l'écran, l'accès au numérique général. De manière particulière, dans les apprentissages donc un peu scientifiques, un peu technologiques, un peu de codage, tout le monde dit oui, on va devenir tous des super matheux, programmeurs, informaticiens. Moi, je ne le pense pas du tout. Aujourd'hui, on voit arriver des outils, des nouvelles générations d'outils beaucoup plus accessibles qui vont vraiment s'adapter au métier. Ce qu'on sait, nous, et c'est ce qu'on essaye de militer dans la remarque de Philippe, auprès de l'éducation nationale, c'est qu'aujourd'hui, on acquiert beaucoup de données. On commence à savoir un petit peu comment les élèves, en général, retiennent de l'information. On va être beaucoup plus précis pour justement analyser un petit peu le comportement. Et notre vocation, c'est pas de dire il faut mettre un ordinateur, il faut mettre du codage. Ce qui est intéressant de dire, c'est comment éveiller les intérêts, repartir de l'humain pour susciter l'envie. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a toute une nouvelle pédagogie qui va se créer, qui est en train de se mettre en place. Il faudra bien entendu que ça se fasse en concertation avec les enseignants, mais on est véritablement, encore une fois, à une nouvelle ère. Effectivement, pour aller un peu dans votre sens, Emmanuel, je n'exclus pas non plus une fracture numérique. Moi, j'ai 48 ans et je dis souvent autour de moi des gens qui ont le même âge que moi. Je vois beaucoup de gens aujourd'hui dans l'entreprise qui ne produisent plus parce que l'outil numérique est trop loin. Je le pense peut-être pour certaines générations, encore les 25-30 ans, mais pour tout ce qui est aujourd'hui en dessous de 25 ans, il y a beaucoup à faire. Et les 5 à 10 années qui arrivent vont être extraordinaires, riches pour pouvoir permettre ces nouveaux outils pédagogiques. Non, mais ça, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est vrai qu'il faut, et comme disait Pascal, il faut commencer, ou c'est M. Gérard qui disait, il faut commencer très tôt pour que les élèves puissent acquérir vraiment au moins les connaissances de base, l'utilisation d'un ordinateur, d'une tablette, d'un téléphone. Ça, c'est ce qui ira mieux et ça ira beaucoup plus vite. Si on le fait, nous, dans les écoles, si nous, les enseignants, on sait déjà les utiliser, ça sera déjà pas mal. Mais si en primaire et au collège, ça continue, là, nous, on gagnera du temps après, derrière. Hein. Et juste pour compléter, Emmanuel, et je ne veux pas trop monopoliser la parole, mais moi, j'ai une question que je pose souvent dans le corps éducatif. Je ne la pose pas dans la type de provocation, mais c'est un sujet qu'on traite dans notre collège scientifique. C'est qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui à l'école de 3 ans à 25 ans et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui par son propre outil numérique. La question n'est pas évidente, n'est pas simple, mais je dirais qu'elle mérite d'être travaillée. Elle mérite d'être travaillée dans ces réponses qui sont multiformes, bien entendu, mais ça pose beaucoup de choses. Nous, on le voit aujourd'hui, moi je le vois dans mon secteur de l'informatique par lui-même. J'ai des codeurs informaticiens, parce que je travaille avec des codeurs informaticiens. Quelque part, ils apprennent plus par eux-mêmes que quand on leur donne une formation de 24 ou 48 heures.
Donc, nous, normalement, dans l'éducation nationale, ce qu'on devrait faire, c'est les former à réfléchir. Exactement. Pas être des répétiteurs. Un répétiteur, il n'a pas besoin de nous, quoi. On lui montre une fois et puis après, il va le refaire. Ça devient un gentil perroquet, quoi. Mais le but, c'est qu'ils puissent réfléchir. C'est vrai que c'était Benoît Maheu qui disait tout à l'heure, une tête bien faite, c'est quand même mieux. Et c'est vrai que nous, au niveau de nos élèves, vu le temps qu'on a maintenant à l'atelier, il vaut mieux leur faire la tête. Et après, ils vont avoir minimum 42, 43 ou 44 ans pour se faire les mains, quoi. Et s'ils n'ont pas la tête au départ, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Tout à fait. Moi, je sais que j'ai 56, enfin, je vais avoir 56 ans là, bientôt. Mais l'outil informatique, j'utilise depuis longtemps, comme beaucoup d'enseignants. Et c'est vrai que j'ai appris par moi-même, en demandant à un collègue qui savait mieux faire quelque chose, on s'entraidait, quoi. Parce que des formations dans l'éducation nationale, excusez-moi, monsieur Ajas, mais ça a toujours été très compliqué pour avoir des formations informatiques. Déjà, les ordinateurs, c'était les nôtres. Hein. Dans les lycées, il n'y en avait pas tout le temps. Donc, on s'achetait nos ordinateurs et on faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Hein. Maintenant, c'est vrai que là, moi, où je suis content, c'est quand dans les machines, on a tout, à partir du display, on peut faire absolument tout. Ça, c'est intéressant. Ça nous évite d'avoir un ordinateur pour pouvoir se connecter, plus une interface. Parce que nous, dans les écoles, ça risque de nous coûter cher. Si on doit pouvoir former tous nos élèves à ça. Alors après, si c'est par des prêts de machines, en relation avec les entreprises, où on va avoir une machine pendant 3-6 mois, ou une formation avec un constructeur qui va venir en lycée, c'est là où ce sera intéressant pour montrer à nos élèves ce qu'ils vont découvrir très, très rapidement. Est-ce que alors je vais poser une question qui, moi, m'anime un petit peu. Est-ce que dans les modes de réflexion qu'on a aujourd'hui pour justement faire monter la compétence sur ces histoires d'intelligence artificielle, est-ce qu'on intègre le fait qu'on raisonne, nous, avec des connaissances de base solides? C'est-à-dire que, par exemple, pour comprendre l'intelligence, en tant qu'utilisateur, parce que je ne développe pas l'intelligence artificielle, je l'utilise. Quand je l'utilise avec mon cerveau ancien, c'est-à-dire avec mes connaissances de base que j'ai acquises et les efforts que j'ai fournis pour les acquérir. Aujourd'hui, les jeunes acquièrent de la même façon ces connaissances de base. Est-ce qu'ils ne sont pas justement consommateurs, c'est-à-dire que oui, bon, on trouvera bien l'information quelque part, c'est-à-dire qu'au moment où l'intelligence artificielle leur délivre un calcul préféré, est-ce qu'ils ont les moyens de réfléchir encore derrière à comment ce calcul a pu être conçu, au moins à l'origine, que c'est un capteur physique, il y a une réalité physique qui est un résultat. Avant de laisser peut-être les autres membres de la table ronde répondre, Nicolas nous pose une question que je me permets de relayer et qui va dans le même sens de celle que tu poses toi, qui est de dire est-ce qu'on peut imaginer de laisser la place à la machine et empêcher l'erreur humaine grâce à laquelle il apprend? Et est-ce que ça consisterait ou est-ce que ça ferait pour autant un appauvrissement de l'intellect? Voilà une question qui va dans le même sens de celle que tu viens de poser et qu'évidemment je me permets d'ajouter au débat. Guillaume ou Philippe ou Emmanuel, est-ce que vous avez des choses à dire sur cette double question en réalité? Et alors, elle est vaste parce qu'elle est complexe. Ce qui est sûr, c'est que si on parle vraiment d'apprentissage adaptatif, si on comprend vraiment ce que c'est que l'intelligence artificielle, c'est toujours un système qui est en perpétuelle évolution. Vous voyez, et il y a quelque chose qu'il faut comprendre aussi dans la vision algorithmique du temps présent aujourd'hui. Si je prends les premiers revendeurs de plateformes en ligne que sont Amazon ou Alibaba, ces algorithmes s'adaptent toujours en permanence. Donc c'est là où il peut y avoir une différence entre effectivement une vision, j'allais dire, un peu statique de la transmission du savoir par rapport à une vision complètement dynamique des algorithmes et qui bouleverse beaucoup de choses. Vous voyez, c'est un exemple que je cite toujours. Amazon, c'est aujourd'hui 24 novembre ou 25 novembre, le nombre de balles de tennis et de raquettes de tennis qu'il vendra dans tel lieu du monde et quel type de profit. Et en fonction de ce qu'il va apprendre sur les gens qui naviguent sur son site, ça va échanger, ça va bouleverser complètement la façon de créer un nouveau business.
Concrètement, ou dit autrement, ça veut dire quoi? Que ce qui est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est vraiment bouleversant et qui est comparable à l'électricité, c'est que cette intelligence artificielle, eh ben, elle est intelligente. Hein, ce que je veux dire, c'est une lapalissade pour expliquer les choses, mais c'est là-dessus que ça va nous chambouler le plus, dans notre vision, dans notre perception, à la fois des rapports d'entreprise et des rapports humains, et notamment dans ces rapports d'apprentissage. Exactement. Dans le chat, là, notre ami Cédric dit qu'il faut savoir utiliser son savoir, et ça va dans le sens d'une phrase qui était célèbre, qui a été rendue célèbre par Michel Serres, qui disait que, évidemment, le progrès nous condamne à l'intelligence, en quelque sorte. Exactement. Bien dit, François. Voilà. OK. Eh bien, voilà notre ami Pascal. Pascal, il faut que tu branches ton micro. Oui, bah écoutez, je crois qu'effectivement, on arrive au terme de cette table ronde qui a été, à mon sens, très très riche. Beaucoup de commentaires sur le chat, quelques questions. Et, je laisserai à Philippe le mot de la fin. Mais ce que moi, je me suis noté dans mon carnet de route, si en début de journée, je vous ai présenté quels étaient les 4 piliers du CEMAT, si vous en souvenez, le dernier était de promouvoir la mobilité. Et je vais changer ce pilier et ça va être de promouvoir la mobilité numérique, si vous en êtes d'accord. Parce qu'il semble que ce soit effectivement la pierre angulaire du défi qui est devant, enfin du défi, de la tâche qui est devant nous, c'est d'amener nos élèves, comme le disait Emmanuel, CAP, Bac Pro, à bien utiliser ces outils, et je crois qu'on est capable d'apporter cette dimension avec vous, les centres de formation. Philippe, je te laisse peut-être le mot de la fin. Merci Pascal. Je vais aller très très vite. Je voudrais d'abord remercier Guillaume pour son intervention et son éclairage, et puis celui de tes équipes. C'est très sympa de nous avoir permis ça. On aurait préféré t'avoir dans un amphithéâtre, mais on t'invitera une prochaine fois. En tout cas, humainement, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'en fait, au-delà de la science, on a des aspects humains, des aspects d'éducation, et ça rejoint complètement les missions du Club CEMAT. Donc, merci Guillaume, merci à tes équipes, merci à toute l'audience, merci à Pascal et François qui ont organisé et animé. Et puis, je vous souhaite bon courage, de bonnes fêtes de fin d'année, même si on n'y est pas tout à fait. Et puis, on espère vous retrouver autour du Club CEMAT, une prochaine journée des partenaires, évidemment, le plus tôt possible. Prenez soin de vous surtout, c'est très important. Et puis, à très bientôt. À bientôt à tous et bonne journée. Au revoir. Merci.